Bonsoir chers internautes, bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Votre émission revient avec deux grands invités. Nous avons invité une très grande entrepreneuse béninoise, Madame Olga qui sera avec nous tout à l'heure, et un grand logisticien, je dirais même le plus grand professeur de logistique, de la logistique moderne. Madame Olga, bonsoir. Bonsoir Monsieur Seck. On va vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs. Qui est Olga Baguidi? Alors, je vous remercie déjà de m'avoir invité sur ce plateau. Merci à vous également d'avoir accepté mon invitation. Dernière minute. Alors, je suis Madame Olga Baguidi, née à Fouji, et je suis la promotrice de Soli International qui œuvre dans l'agroalimentaire, notamment la production de boissons locales. Nous faisons également des croquettes au four à base de farine de blé. Et donc ces croquettes ont la particularité d'être sans matière grasse, sans trop de matière grasse parce que ce n'est pas frit à l'huile. Alors pour le bien-être des consommateurs, nous avons opté à la cuisson au four. Et pour une attitude éco-responsable, nous collectons les graines de baobab parce que nous faisons beaucoup de boissons à base de bouillie, bouillie bissap, bouillie tamarin, bouillie corosol, bouillie tout court, bouillie moringa, etc. Et donc nous collectons les graines pour en faire des huiles, huile de baobab, pour avoir le zéro déchet. Très bien. Et donc, dans notre partie RSE, nous collaborons avec les femmes de la zone rurale qui nous livrent du miel pur de Kédougou. Donc, notamment, ça vient de Salémata. Donc, voilà un peu ce que nous faisons comme activité. Merci pour cette présentation, cette petite publicité qui est gratuite, j'espère. J'espère que vous n'avez pas passé à la direction commerciale. Monsieur Sanon, bonsoir. Bonsoir Laïbamba, bonsoir Madame Baguedi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de partager un plateau avec vous, Laïbamba. Merci, professeur. Voilà, nous avons les mêmes aspirations en termes de vision logistique et marketing. Voilà. Donc pour me présenter, moi je suis formateur, consultant, auditeur en supply chain et logistique. Et pouvez-vous nous rappeler un peu votre cursus, votre parcours, votre très riche parcours de logisticien? Bon, mon parcours, j'ai eu mon bac au lycée Ferrap de Saint-Louis, je suis venu à l'UCAD, je suis allé jusqu'en doctorat. Je suis aussi, j'ai fait beaucoup de diplômes, je suis certifié en supply chain management et logistique. Donc j'ai des diplômes de KSTP en technique économique. Donc je suis diplômé en formation duale. Je suis diplômé en formation approche par compétence. Voilà. Donc etc., etc. Nous allons parler de formation. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent faire la formation en logistique, qui veulent réussir en logistique, quelles sont les meilleures formations qu'ils doivent suivre? Bon, actuellement, comme je dis, la logistique est venue au Sénégal vers les années 95, n'est-ce pas? Donc on avait commencé par le BTS Commerce International, mais ça a évolué pour donner le BTS en transport logistique. Et actuellement, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau du BTS avec Bac plus 2. Il y a aussi le niveau de licence. Maintenant, en licence, vous pouvez faire GLT, gestion logistique et transport. Il y a les licences en supply chain. Il y a aussi une licence en logistique pétrolière. Et pour le master, vous pouvez faire management portière. Vous pouvez faire supply chain ou ingénierie de la chaîne logistique. Vous pouvez faire aussi logistique humanitaire et enfin logistique pétrolière. Logistique pétrolière sont des métiers qui sont très demandés actuellement vu que nous exportons, nous produisons également du pétrole. Oui, c'est des métiers et puis ça touche toute la chaîne logistique. Comme on dit, de l'amont à l'aval, en passant par le milieu, parce que vous savez, quand on parle de supply chain, il y a trois segments. Il y a la supply chain amont qu'on appelle upstream, il y a la supply chain du milieu et la supply chain aval.
Voilà. Donc il y a la fonction achat, la production, le stockage, le warehousing, la distribution et enfin le dernier kilomètre. Et nous prenons ensuite le relais pour assurer tout ce qui est merchandising et visibilité du produit. Madame Baguidi, est-ce que vous êtes bonne en merchandising? Comment vous faites pour vendre vos produits en grande surface? Alors, mes produits en ce moment ne sont pas encore en grande surface, mais plutôt dans les moyennes surfaces. Dans les moyennes surfaces. Donc, nous nous activons pour que vraiment nos produits puissent pénétrer enfin les grandes surfaces comme Auchan, Casino, hypermarché, exclusif, etc. Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qui vous empêche d'être présent? Alors, les difficultés, c'est vraiment, il faut être vraiment résilient et ne pas lâcher prise. Il est parfois difficile de les avoir au bout de fil ou avoir des réponses au niveau des mails, du mailing et tout ça. Et on ne peut pas s'y rendre sans rendez-vous. Alors, ça, c'est déjà une première approche. Donc, on nous demande d'envoyer vos produits en ligne. Vous faites des photos, des vidéos de vos produits, ce que nous faisons. Et puis après, il y a un problème de suivi. Et voilà. Donc, en 2025, nous pensons par la grâce de Dieu que les choses vont s'améliorer. Parce que nous avons eu la chance d'être présents lors de la signature du protocole d'accord entre les grandes surfaces et les PME, PMI au niveau de la direction de régularisation des marchés à la cité Cœur Gorgui. Et qu'est-ce qui a été retenu? Est-ce que vous aurez des facilités en 2025 pour pouvoir accéder à ce nouveau canal de distribution pour certains, à savoir la grande distribution? Oui, j'ai espoir que j'aurai des facilités. J'ai pu approcher les responsables qui étaient là et ceux qui s'occupent aussi de cela. Donc nous avons discuté, nous avons échangé et il y a de grandes possibilités que je puisse enfin rejoindre les grandes distributions. Monsieur Sano, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'efforcent de promouvoir, de produire, de transformer les produits locaux. Vous avez entendu certainement Madame Baguidi, elle fait tout pour que l'ensemble de la chaîne de valeur soit valorisée, mais arrivé au niveau de la distribution, elles ont toujours des difficultés. Est-ce que vous, en tant qu'expert en logistique, vous avez des solutions pour que nos produits soient mieux visibles en grande distribution? Bien sûr, vous savez, j'ai l'habitude de dire que le nerf de la guerre, c'est la logistique. Comme vous dites, souvent, j'entends le terme la chaîne de valeur, parce que nous, on dit que c'est un terme purement vulgaire chez nous, les supply chain managers. Mais nous, on utilise toujours en marketing, la chaîne de valeur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la même chose que la chaîne logistique, c'est la supply chain. Et comme je dis, nous, on dit, surtout dans le domaine de l'agroalimentaire, on dit de la fourche à la fourchette. C'est ça. Donc, de la fourche à la fourchette, c'est toute une chaîne qu'il faut gérer. Parce que la distribution fait partie de la supply chain aval. Mais nous, on va plus loin, c'est-à-dire on parle du dernier kilomètre, the last mile. C'est-à-dire que le produit jusqu'au client final. Et ça, il faut éviter ce qu'on appelle, il faut optimiser, c'est-à-dire les coûts, les délais, tout en gardant la qualité du produit avec, bien sûr, gérer ce qu'on appelle les normes de sécurité et de sûreté, les normes d'hygiène, ce qu'on appelle les normes QHSS. Effectivement. Voilà. Donc, c'est la distribution, par contre, comme je dis, c'est une phase importante dans le domaine de la supply. Parce que, comme vous dites, si vous acheminez, vous faites l'appro, vous êtes l'achat du produit, vous faites l'appro, vous faites toute la chaîne, arrivez jusqu'au dernier maillon qui est la distribution, vous perdez le produit, c'est comme si vous avez dépensé énormément d'efforts pour rien du tout. Et maintenant, comme on dit, les produits alimentaires, c'est des produits le plus souvent qui sont des DLC, des dates limites de consommation, où il y a une date de péremption très proche, qui demande une gestion très très minutieuse, n'est-ce pas, de produits, et ce qui fait qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle un réseau de distribution. Après avoir mis en place un réseau de distribution, il faut mettre un circuit de distribution et enfin il faut mettre un canal de distribution. Très bien, très bien. Madame Baguidi, en matière de canal de distribution, étant donné que vous n'êtes pas encore accepté dans la grande surface, est-ce que vous parvenez à vendre via le digital?
N'est-ce pas, c'est une solution, M. Sano? Commercialiser via le digital. Oui, nous arrivons quand même à vendre en ligne. Nous faisons beaucoup de publicité par WhatsApp et sur les différents canaux tels que Facebook, LinkedIn et Instagram, surtout Instagram où il y a beaucoup plus de jeunes présents sur cette plateforme. Et donc, on peut dire que oui, nous arrivons à vendre par le digital. Et ça donne quoi concrètement? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est un canal qui est rentable? En fait, oui, c'est un canal rentable, mais il faut être ardu. Il faut être très présent sur les réseaux et faire énormément de publicité pour avoir un bon résultat. Vous faites beaucoup de publicité? Oui, nous essayons, mais peut-être pas assez parce que le résultat attendu, nous ne l'avons toujours pas, mais nous arrivons quand même à vendre à partir du digital. Très bien. Monsieur Sano, le marketing se digitalise, la vente se digitalise. En est-il de même pour la logistique? Est-ce qu'aujourd'hui la logistique suit la logique numérique? Of course, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans un monde purement digital. Hein. Oui. Comme on dit, c'est digital supply chain. Et ce qu'il faut comprendre, actuellement, on ne peut pas faire de la logistique sans les IoT, les Internet of Things, quand le Business Intelligence, le Power BI. On ne peut plus faire de la logistique. Maintenant, l'IA même a intégré la logistique, bien sûr, avec l'intelligence artificielle, avec les drones. C'est-à-dire qui nous permet de faciliter les techniques d'inventaire. Parce que, ce qu'on faisait, on faisait ce qu'on appelle des inventaires tournants qui pouvaient durer une année, hein, 12 mois sur 12. Maintenant, avec l'arrivée des drones, ce qu'on peut faire faisait en 15 jours, on peut le réaliser en 2 heures de temps avec les drones. Parce que des fois, vous avez ce qu'on appelle des warehouses, des entrepôts qui sont tellement gigantesques que pour faire l'inventaire, ça demande des moyens humains, des moyens logistiques. Vraiment. Et maintenant, l'intelligence artificielle vient nous soulager cette difficulté-là qu'on avait pour faire l'inventaire au tournant au niveau des grands entrepôts. Il y a aussi, comme vous venez de dire, il y a les Power BI et les Business Intelligence. Ça nous permet vraiment d'avoir des outils, n'est-ce pas, qui permettent d'atteindre nos objectifs en termes de cible de la clientèle, parce que, comme je dis, nous, le marketing et la logistique, c'est une longue histoire. Hein. C'est vous, c'est les marketeurs qui nous ont intégrés dans le monde de l'entreprise vers les années 70 avec le fameux triangle coût, délai, qualité. Voilà. D'accord. Merci, M. Sano, pour ces précisions. Je rappelle que nous avons comme invité M. Mohamed El Amin Sano, qui est expert en logistique, et Mme Olga Baguidi. M. Sano, on reste toujours dans le domaine de la logistique. Aujourd'hui, comment les entrepreneurs peuvent-ils faire pour optimiser les opérations logistiques, surtout avec ce que vous venez de dire en matière de numérique? Oui, c'est-à-dire que la philosophie de la logistique, c'est l'optimisation des coûts, des délais et de la qualité. C'est ça. Maintenant, comme vous dites, souvent on dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Nous, on dit le nerf de la guerre, c'est la logistique. Quand l'Aibamba fait une très bonne vente, c'est nous, les logisticiens, qui devons acheminer les produits. Et le produit doit arriver en bonne qualité. Vous savez, actuellement, on parle même de logistique de luxe. Effectivement. Chez les grandes marques, on dit que si vous réceptionnez un carton, par exemple, de chaussures de marques très connues, je ne veux pas faire de publicité, on dit s'il y a même un trait sur le carton est rejeté. Donc, pour vous dire que la logistique, comme je dis, ça nous permet de faciliter. Et j'ai l'habitude de dire, vous savez, si on parle sur le plan même plus macroéconomique, vous savez, la logistique, je dis que c'est les lits, L-I-T, les lits d'une économie. Le lit d'une économie. Les lits, le L, c'est la logistique, le I, c'est les infrastructures, le T, c'est le transport. Donc, si vous n'avez pas les installations, les infrastructures, que ce soit des entrepôts, que ce soit des ports, il faut la logistique, c'est-à-dire la gestion de ces flux entre ces infrastructures. Mais qu'est-ce qu'il faut utiliser? Les moyens de transport. Donc, ce qui fait que si vous avez une entreprise et que vous ne parvenez pas à optimiser vos coûts, mais la philosophie d'une entreprise, c'est quoi? Minimum de coûts, maximum de profit. Donc, nous sommes là pour optimiser ces coûts-là. Mais qui dit optimisation du coût, dit maximum de profit. Et c'est ça l'impact
de la logistique dans la gestion d'une entreprise. Même si nous, on rencontre beaucoup de difficultés en Afrique, parce que comme je dis, la logistique, maintenant, elle est connue, mais comme je dis, elle n'est pas encore très bien connue. Et on ne sait pas aussi l'objectif, l'impact de la logistique, cet impact est tellement intéressant pour les entreprises, parce que comme je dis, le nerf de la guerre, c'est la logistique. Si vous parvenez à acheminer vos produits dans les délais impartis, avec le minimum de coûts, mais aussi avec la qualité, en respectant les normes d'hygiène et de sécurité, là, vous avez une excellente chaîne logistique. Et ça, c'est au niveau du point stratégique. Parce que vous savez, c'est ça que je dis souvent, il faut faire le distinguo entre la supply et la logistique. La logistique, c'est au niveau opérationnel, alors que la supply, c'est au niveau stratégique. Effectivement. Voilà. Merci, M. Sano. Madame Olga, vous avez suivi un peu les débats. Oui. La logistique, c'est le lit de l'économie de l'entreprise, de la PME. La logistique, en matière de logistique, en matière d'infrastructure, en matière de moyens de transport. Qu'est-ce que vous avez? Je m'adresse à vous et aux entreprises. Où est-ce que vous en êtes en matière de logistique? Alors, est-ce que vous êtes bien équipé? En matière de logistique, c'est pas très évident. Mais à mon niveau, moi j'ai pu obtenir un matériel roulant pour mes livraisons, mes déplacements, mes foires, etc. Oui. Après, par rapport aux fournisseurs qui doivent me livrer, je prends un exemple, j'ai des fournisseurs à Tcharoy, à Pikine. Là, ça devient un peu plus compliqué par rapport au fait que généralement on est obligé d'utiliser soit un taxi, soit un tricycle ou alors un tchak-tchak, donc c'est-à-dire les motos. Et nous savons que cette façon de s'approvisionner via ce véhicule comporte des risques. Donc, est-ce que eux, à leur niveau, ils prennent le soin de regarder le taxi, comment il est, est-ce qu'il est propre? La logistique de luxe dont parlait M. Sano. Voilà. Est-ce que tout est bien peaufiné, mais est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est propre, voilà. Parce que aussi, c'est l'agroalimentaire. Donc, on doit pouvoir assurer la qualité chez le fournisseur jusqu'à notre niveau. Ça reste un problème. Bon, quand on sait que le fournisseur, généralement, voilà, ce n'est pas un grand fournisseur qui a son propre véhicule et qui est obligé de louer les services d'un taximan lambda ou bien d'un tricycle. Et donc, ce suivi-là a quand même des faiblesses. Très bien. Côté infrastructure, est-ce que vous avez des entrepôts qui nécessitent l'utilisation de drones pour faire l'inventaire? Oui, nous avons... De grands entrepôts? Nous avons un entrepôt à la taille de notre entreprise. Je veux que vous me parliez un peu des entrepreneurs sénégalais parce que quand même vous les côtoyez tous les jours dans les différents séminaires. Oui, les entrepôts font défaut. Hein. Nous n'avons pas de grands entrepôts. Et ça, c'est quand même un problème. Aujourd'hui, si on veut aller vers de grands entrepôts, il faut aller peut-être à Diamniadio, bien sortir de Dakar, avoir vraiment une vision agropole où on peut avoir de grands terrains qui nécessitent un passage unique, c'est-à-dire nous passons par une porte pour en sortir de l'autre côté de la rue, avoir des hectares. Et ça, nous ne l'avons pas, bien évidemment. Nous n'avons pas encore ces moyens-là pour avoir l'acquisition des terres qu'il nous faut pour ces grands entrepôts. Ça aussi, c'est un problème. Tout à l'heure, vous avez parlé de fournisseurs. Vos fournisseurs sont à Tcharoy, sont seulement en banlieue dakaroise. Vous n'avez pas de fournisseurs dans le reste de l'Afrique? Alors, dans le reste de l'Afrique, je dirais non, mais nous avons des fournisseurs de la Casamance. Et ça aussi, c'est des gros problèmes. Dernièrement, on s'est mis en groupe pour faire un convoi de Dita. Un groupe? Oui. Mais malheureusement, c'est Dita une bonne partie. Moi, je devais acheter pour 100 kilos de Dita, mais arrivé ici, les 40... les 40%. Les 40 kilos n'étaient pas
n'était pas un bon produit. Monsieur Fanon, est-ce qu'en matière de logistique, il y a des solutions pour ça, pour éviter ces rebus, pertes? Bien sûr. Est-ce que l'assurance ou est-ce que l'assureur doit intervenir à ce niveau-là? C'est ce que même vous êtes en train, ce qu'elle Mme Bagadi est en train de dire, c'est au niveau des avaries. Oui, comme elle vient de dire, elle a perdu 40% d'avaries. Et c'est un coût énorme. Hein, énorme, bien sûr, parce qu'il faut toujours calculer le coût logistique à la fin pour savoir l'indicateur de non-qualité. Et ça, c'est le marketing. Et aussi les coûts commerciaux aussi. Parce que si elle avait, par exemple, une commande qu'elle devait satisfaire, la matière première arrive, on se retrouve avec des pertes de 40%, elle va devoir repasser une nouvelle commande. L'indicateur de non-qualité. Et moi aussi, la question même que je me pose, elles ont passé commande en groupe. C'est ça. Comment elles vont gérer toutes ces pertes-là? C'est ça. Pourtant, c'est une très bonne solution. Le fait de faire ce qu'on appelle des commandes globales. Et je pense que même le président de la République en avait parlé, le président Bassirou Diomaye Faye, que nous on fait des petites commandes et ça impacte sur les coûts. Par contre, si vous faites, c'est une sorte d'économie d'échelle. Si vous faites des grosses commandes, là, les coûts vont diminuer. Mais tout à l'heure, il y a un point que vous avez abordé par rapport à la digitalisation de la chaîne logistique. Vous savez, maintenant, les entreprises utilisent ce qu'on appelle des ERP, c'est-à-dire des PGI, c'est-à-dire des Enterprise Resource Planning. C'est des logiciels de gestion intégrés qui permettent d'intégrer toutes les fonctions de l'entreprise dans une base de données unique. Et qu'il y a ce qu'on appelle une information. L'information devient transparente. C'est-à-dire que si vous voulez savoir quelles sont les données en termes de vente, vous allez au niveau de la fenêtre vente, vous aurez les informations au niveau de l'inventaire. Donc tout est centralisé, c'est ce qu'on appelle des ERP. Maintenant, il y a un ERP qui est très connu au niveau mondial, c'est le SAP. Mais moi, je dis souvent, nous les Africains, nous ne sommes pas au même niveau que les autres. Il faut qu'on soit conscient de ça. Et il faut faire ce qu'on appelle des logiciels sur mesure. Parce que le SAP, c'est global. Nous, on a des chaînes d'approvisionnement qui sont poreuses, comme ce qu'elle vient de dire. On a des chaînes de distribution qui sont très fragiles, comme vous venez de dire. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la gestion des commandes, nous, il nous faut des centrales d'achat pour faire des grosses commandes. Et ça va impacter sur les coûts logistiques. Parce que si vous faites une petite commande, les coûts de transport, tout ça va impacter. Si vous n'avez pas aussi des zones de distribution, d'éclatement de la marchandise, ça va créer toujours ces avaries-là. Et si vous avez, à la fin, comme disent mes parents gabonais, à la fin de la journée, il y a quoi? C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire? C'est que la logistique vient résoudre ces problèmes-là. Il faut mettre les moyens logistiques. Mais la première chose à faire, c'est de mettre en place une stratégie logistique. Parce que l'opérationnel vient après la stratégie. Et la digitalisation est une solution. Et l'autre aspect, c'est quoi? La digitalisation de cette chaîne logistique doit permettre de sortir, c'est-à-dire les intelligences sénégalaises et d'une manière globale les intelligences africaines. Parce que comme je dis, les petites moyennes entreprises ont besoin de ces logiciels. Mais qu'est-ce qui se passe, là, Bamba? Tu vas avoir une petite entreprise ou bien une moyenne entreprise, tu vois, ils ont besoin d'une digitalisation. Tu cherches une solution, parce que nous, on peut mettre en place des solutions logistiques digitalisées. Tu dis à la personne que je peux te faire une solution digitale à 5 millions. Il se dit, mais c'est cher. C'est cher. Oui, c'est cher, c'est cher. Moi, je me suis débrouillé, j'ai eu tout ce que j'ai eu, j'ai jamais eu de logiciel, je travaille. Et quand tu fais l'audit de sa gestion de stock, il a un stock mort de 20 millions. Mais regardez, vous refusez de vous approprier une digitalisation qui coûte 5 millions, mais vous êtes en train de perdre un stock de 20 millions. Donc vous voyez que ça demande une prise de conscience, n'est-ce pas? Et comprendre aussi que nous sommes dans un monde qui va très vite, n'est-ce pas? Où nous allons aussi dans un monde de performance, de productivité. Parce que comme je dis, dans les entreprises, on mesure quoi? Les KPI, les Key Performance Indicators. Donc ça, c'est pour cela que je dis qu'il faut en amont la logistique, il faut au milieu la logistique, il faut en aval la logistique, mais maintenant aussi il y a la logistique inversée.
Parce que si, par exemple, Madame Baguedi livre les produits, le client n'est pas satisfait, ou bien il y a un problème de non-conformité de la commande, quelle est la logistique que vous allez mobiliser pour retourner les produits? Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Il y a la logistique en amont, il y a du milieu, en aval, mais aussi la logistique inversée. Voilà. Et comment la logistique inversée peut permettre aujourd'hui aux entreprises de mieux satisfaire les clients? Est-ce que c'est possible? C'est pour éviter, comme on dit, vous êtes dans le domaine du marketing, si vous livrez un produit non conforme, en cas déjà il n'est pas. Et comme on dit dans le jargon, un client content, il est bavard. Un client mécontent, il est trop bavard. Il est trop bavard, il en parle même à toute la planète. Voilà, c'est ça. Il va faire une mauvaise publicité pour vous. C'est ça. Voilà. Ça. Donc, Madame Baguedi, la logistique inversée nous permet de mieux satisfaire la clientèle en matière de satisfaction des clients par rapport aux produits locaux. Je n'interroge pas Madame Baguedi, Olga, qui est entrepreneuse, mais je l'interpelle en tant que quelqu'un qui a capitalisé des années d'expérience dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, est-ce que les clients sont satisfaits de nos produits locaux? Après, nous allons revenir avec M. Sanos sur comment nous aider à approvisionner en dehors du Sénégal grâce aux moyens internationaux. Oui. Bon, ça dépend du domaine, sur lequel on peut parler des produits locaux. Oui. Prenons le cas des jus, par exemple. Est-ce que les gens sont satisfaits? Est-ce que la clientèle est satisfaite? La clientèle, ce que j'ai pu observer, nous avons eu la foire internationale de Dakar, la FIDAC, au mois de décembre passé. Mais jusqu'à présent, le Sénégalais lambda n'est pas vraiment attiré par les produits locaux. Quand ils viennent dans le stand de Sénégal, par exemple, ils regardent d'eau les produits, ils passent, des fois ils ne s'arrêtent même pas, ils n'ont même pas cette curiosité de s'arrêter pour dire, bon tiens, je vais voir les jus, comment ça se présente. Même la dégustation ne les attire pas. La dégustation gratuite même, parfois ne les attire même pas. Quand ils viennent, ils passent, ils ne s'arrêtent pas. Et c'est assez frustrant pour nous de constater que le Sénégalais n'est pas forcément attiré par ce que nous faisons. Malgré toute la pub, malgré toute la conscientisation qui a été faite par l'État, par le privé. Par exemple, je vais donner un exemple banal. Nous avons beaucoup de niente, beaucoup de mariages, beaucoup de ndadje, de cérémonies de façon générale. Mais si les Sénégalais faisaient l'effort de consommer les jus locaux, qui sont nettement mieux que les jus dans les canettes, qui nous viennent d'ailleurs, même qui sont fabriqués localement, ce serait vraiment un plus, une plus-value, aussi bien pour le consommateur que pour nous autres qui produisons ces jus. Parce que nos jus sont naturels. Et moi, par exemple, dans mon cas, je lutte contre les jus trop sucrés. Parce que le sucre, nous sommes d'accord que c'est notre ennemi numéro 1. Par contre, quand nous consommons des canettes, il y a vraiment, entre guillemets, une overdose de sucre dans les canettes que nous consommons, les colorants, le gaz et tout ça. Alors, nous venons leur proposer quelque chose de plus soft pour leur santé, mais le message n'est pas encore passé. Quand on vous donne les petits sachets, il est rare d'y trouver du jus naturel. C'est souvent des canettes. Et même quand on a certains séminaires où il est question d'agroalimentaire, c'est là où c'est plus aberrant. On nous sert des produits, voilà. Des produits importés. Des produits importés. Il m'est arrivé pendant un séminaire où j'ai animé une formation sur la valorisation des produits locaux, de rejeter des marques importées. J'ai exigé à ce qu'on nous serve des produits fabriqués au Sénégal, étant donné qu'on était en train de promouvoir le consommé local. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi les gens rejetaient, ou bien certaines personnes rejetaient, ou bien ne consommaient pas ces produits? Est-ce que la faute ne vient pas de vous? Alors, j'ai sillonné pas mal de boutiques, des boutiques de quartier. Oui. Et à chaque fois que je rentre dans une boutique, je vois la vitrine réfrigérée
avec d'autres jus autres que les jus locaux. Et à chaque fois que je propose, ils me disent oui, nous ne pouvons pas prendre vos jus parce que ces jus-là n'ont pas un DLC long. Ouais. Et à ce moment-là, nous perdons. C'est tout un problème. Mais ce qu'ils ne savent pas et ce que nous essayons de leur dire aujourd'hui, quand vous allez à l'ITA pour une formation, eh bien, on vous apprend à pasteuriser le jus de façon à ce que même quand il n'entre pas dans les vitrines réfrigérées à température ambiante, il peut rester longtemps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, sans être détérioré. Mais on sent aussi qu'il y a un dépôt vers le bas de la bouteille. Là, c'est le consommateur qui parle. Maintenant, le dépôt, quand vous allez à l'ESP, il y a des ingénieurs qui sont là, posez leur la question, ils vous diront que ce dépôt-là, c'est parce que le jus est naturel qu'il y a un dépôt au fond de la bouteille. Maintenant, quand le jus n'est pas naturel, c'est-à-dire on peut satisfaire ce client-là qui ne veut pas de dépôt, mais ce client-là doit être au courant qu'on a mis une substance chimique pour pouvoir stabiliser le produit de façon à ce qu'il soit homogène. Mais après, qu'est-ce que ça va faire à la longue si ce client-là utilise des produits chimiques de façon répétée sur une longue durée? Nous, on a eu le choix. On pouvait très bien utiliser des produits, les mettre dans nos jus pour qu'il n'y ait pas de séparation. Mais après, c'est un produit chimique. Finalement, il n'est plus naturel, ce produit. Donc, il faut que on aille dans cette sensibilisation, dans cette explication, parce que c'est une méconnaissance, une ignorance du consommateur qui veut vraiment qu'il n'y ait pas de dépôt dans son jus, alors que ce dépôt-là n'est pas nocif. Bien au contraire, c'est parce qu'il est naturel qu'il y a cette séparation. Et côté prix, est-ce que vous n'êtes pas plus cher que les marques importées aussi? On va dire qu'on est plus ou moins cher. Est-ce que vous êtes cher ou vous êtes moins cher? Mais écoutez, la qualité a un prix. La qualité a un prix parce que si vous n'êtes pas soucieux de votre santé et que vous prenez vraiment ce qui est totalement moins cher, ça aussi c'est un problème. Mais généralement, on n'a pas cette conscience, on n'a pas ce souci. Tout ce que nous regardons, c'est le prix. Mais le rapport qualité, il est où? Le rapport qualité, il est où? M. Sanoy, elle a abordé la question de DRC, date limite de consommation, date limite d'utilisation optimale, date limite de vente pour certains produits. C'est une question de logistique ou de marketing? Les deux à la fois. Les deux à la fois, parce que vous savez, nous en logistique, quand on fait la gestion de stock, il y a ce que l'on appelle les techniques d'inventaire, les sorties des produits. Et là, on met l'accent sur la nature du produit. Comme vous venez de dire, il y a des dates limites de consommation, c'est-à-dire il y a aussi des produits qui ont une date de péremption très proche. Et là, on préfère faire ce qu'on appelle la méthode de FIFO, First Expired, First Out. C'est-à-dire premier périmé, première sortie. Et voilà, l'IFO, la dernière entrée, première sortie, c'est-à-dire the last in, the first out. Donc, ça dépend maintenant comment vous allez gérer votre période d'approvisionnement. Vous savez, le véritable problème des entreprises africaines, sénégalaises, c'est la chaîne d'approvisionnement. C'est ce qui revient toujours. Les entreprises, elles ne maîtrisent pas les approvisionnements. Parce que vous savez, il y a deux systèmes d'importation. Vous importez peut-être des matières premières. Il y a deux systèmes d'approvisionnement. Il y a l'approvisionnement à l'import, il y a l'approvisionnement local. Soit vous achetez vos matières premières au niveau international, ou bien vous achetez au niveau local. Quand vous achetez au niveau local, vous gagnez en délai d'appro. N'est-ce pas? Si vous gagnez en délai d'appro, ça peut impacter au niveau, n'est-ce pas, des délais de production, délais de livraison, etc. Par contre, si vous faites l'import, vous gagnez en général en termes de coût. C'est un peu compliqué. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très... Regarde, les produits importés sont moins chers que les produits locaux. Oui. Et ça, c'est avec l'avènement du contenu local, c'est quelque chose qu'on doit corriger, voir pourquoi. Mais nous, on sait le pourquoi. C'est-à-dire que
celui qui est au niveau local, il s'approvisionne au niveau import parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre. Vous savez, on ne peut pas, comme je dis, sortir notre économie des difficultés, de ces ténèbres-là, sans une industrialisation de notre économie. C'est impossible. Parce que si j'ai besoin d'une pièce de rechange d'un produit, on me dit, avec le contenu local, il y a une part de marché qu'on doit donner aux entreprises locales. Et ces entreprises-là vont s'approvisionner au niveau international pour venir me vendre, le prix devient plus cher. Alors que, comme on dit, on cherche le mieux disant, celui qui dit mieux. Donc ça, c'est un problème. Au niveau des délais d'approvisionnement aussi, je ne peux pas faire de publicité. Demandez, il y a des entreprises qui sont dans la grande distribution. Il y a l'approvisionnement local, l'approvisionnement à l'import. Ils ont plus de rupture de stock à l'approvisionnement local. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, oui, c'est effectif. Alors que moi, je dis, le schéma, vous vous approvisionnez à l'import. Vous allez acheter les dates les lead time, en général, c'est 3 mois. Plus un délai de sécurité de 45 jours. Donc, vous calquez sur 4 mois. Donc, déjà, les délais d'approvisionnement sont très longs. Donc, ça, déjà, c'est un problème. Maintenant, si vous regardez ces délais d'approvisionnement qui sont longs, vont impacter sur quoi? Vous allez mettre en place un stock de sécurité qui va générer des coûts. Vous ne pouvez pas utiliser ce qu'on appelle le système de flux tendu où vous allez éviter le stockage. Donc, vous voyez, maintenant, vous vous approvisionnez au niveau local et vous avez des ruptures de stock. C'est parce que aussi, au niveau local, des fois, les quantités ne sont pas importantes. C'est ça. Ça aussi, c'est ça. C'est un problème, comme vous dites. Et nous, on dit, la logistique, c'est gère ça. Il y a 2 phénomènes, le prix et la quantité. Gérer le prix. Le prix et la quantité. La preuve, quand vous transportez, il y a ce qu'on appelle le transport de masse. Plus vous transportez, le prix diminue. C'est pour cela que vous voyez que les gens préfèrent passer par bateau que de passer par avion. Pour utiliser les termes vulgaires. Bon, certains logisticiens vont me dire que, M. Sano, pourquoi vous utilisez le mot bateau? Parce que chez nous, on dit plus navire. L'avion, c'est vulgaire, on dit aéronef. Mais pour que tout le monde puisse comprendre, si vous passez par bateau, la preuve, 90% du commerce international passe par voie maritime. Pourquoi? C'est moins cher. Pourquoi c'est moins cher? Parce que c'est un transport de masse. Donc c'est ça. Donc il faut jouer sur 2 phénomènes, le prix et la quantité. Maintenant, par rapport aux entreprises, tout à l'heure je voulais aborder, vous savez, on a besoin de ce genre d'entreprises. Parce que j'ai dit, les startups là, c'est ça qui peut développer un pays. Effectivement, oui. Parce que les grandes entreprises ont déjà recruté, ont déjà leur personnel. Et ces entreprises-là essaient de fidéliser leur personnel. Par contre, si par exemple l'entreprise de Mme Baguedi peut absorber la main-d'œuvre, donc c'est pour cela que j'ai dit, il faut qu'on essaie de voir. Et là, c'est peut-être le marketeur qui va donner les solutions. Comment ces produits locaux-là peuvent être vraiment, qu'on parvienne à consommer ces produits locaux et à faire vraiment un marketing qui permettra à nos entreprises au niveau local, parce qu'on parle de souveraineté, on ne peut pas avoir une souveraineté si les gens s'approvisionnent au niveau import. On va en profiter pour régler un peu la question de l'importation. Comment aujourd'hui les jeunes, les entrepreneurs peuvent faire pour importer et de la matière première également pour exporter des produits finis? Oui, ça dit que... C'est important aussi, n'est-ce pas, Mme Baguedi? Les produits important que nous fabriquons, il faut aussi qu'on essaie de les vendre à l'étranger, voilà, pour toucher une clientèle beaucoup plus importante également, pour pouvoir vendre à des prix plus chers. C'est ça. Très bien. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'import, il y a l'export. C'est-à-dire que nous, on importe les matières premières, comme je disais tout à l'heure. La première chose qu'il faut régler, c'est la chaîne d'approvisionnement. Si on règle la chaîne d'approvisionnement, il y a un autre problème, c'est le port. Oui. Parce que nous, on a tendance à sauter cette étape, mais comme vous dites, il y a des entreprises qui ont reçu des conteneurs où la marchandise était déjà pourrie. Parce que pourquoi? Parce que non seulement il y a un délai d'approvisionnement long, mais nous avons des congestions portières avec des délais de franchise de 10 jours. Et ce qui a fait quoi? Non seulement ça a impacté les entreprises sénégalaises, mais ça a impacté l'économie sénégalaise. Parce que si vous regardez notre port qui est en perte de vitesse par rapport aux autres ports de l'Afrique de l'Ouest, c'est à cause de quoi? C'est les délais de franchise. À Dakar, nous avons 10 jours. Vous allez à Lomé, vous avez 5 jours. À Abidjan, nous sommes à combien?
Abidjan, je pense que c'est moins de Dakar. Okay. Mais Lomé, je sais que c'est 5 jours. Nous, Abidjan n'est plus... Non, on ne voit plus Abidjan. Hein. Oui, okay. Nous, actuellement, pour ne pas... Je ne veux pas dire certaines choses ici, mais on est tellement derrière. Parce que pourquoi? Il y a un problème logistique. Je dis souvent, les gens n'ont pas encore compris. Le véritable problème qu'on a, c'est un problème logistique. Le problème, c'est quoi? C'est les délais. Il faut mettre en place les infrastructures de dernière génération. Il faut aussi trouver des solutions alternatives. Par exemple, comme le port de Dakar est devenu saturé, il faut essayer de trouver une solution alternative. Mais la solution sera le port de Ndayan ou bien les ports de Kaolack et de Ziguinchor alors? Bon, pour le port de Ndayan, Ndayan est une très bonne solution. Mais Ndayan, c'est dans 2 ans, 3 ans. D'accord. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va attendre 2 ans en perte de vitesse? On va continuer à perdre parce que déjà rien que le Mali, le Sénégal assure 70% des importations maliennes. Et là maintenant, si on commence à perdre cette clientèle-là, qui peut aller voir la Côte d'Ivoire ou bien le port de Lomé où il va faire moins de jours. Donc là, c'est des pertes énormes. Donc qu'est-ce qu'il faut pour moi? Il faut trouver une alternative rapidement. C'est de trouver une zone d'éclatement où les camions, certains camions maliens, etc., vont aller là-bas. Et il y aura un moment de transfert. Mais ça va se faire avec une étude minutieuse. Oui. C'est-à-dire quoi? Il faut faire l'étude de faisabilité. Parce que là, vous parlez du port de Kaolack. Est-ce que vous connaissez la capacité du port de Kaolack? La longueur, ça peut prendre jusqu'à 108 mètres. Et vous savez, le dernier navire de génération fait 410 mètres de long. Ces navires ont des tirants d'eau de 18 mètres. Ils ne peuvent même pas s'accoster au port de Dakar qui fait 13 mètres. Donc moi je pense que la solution alternative avant Ndayan, parce que Ndayan va faire 1,1 million de conteneurs là où Dakar fait 700 000, 800 000. Donc ça peut, et puis en termes de création d'emplois, on a estimé que ça pourra faire 22 000 emplois, mais moi je dis qu'on peut avoir plus, parce que si on parvient à optimiser toutes ces opérations logistiques, ça peut faire plus d'emplois. Madame Baguili? Alors, moi, je vais revenir sur l'approvisionnement des matières premières. Bon, nous sommes dans le local, dans le consommé local. Donc, nous ne nous approvisionnons pas forcément hors du Sénégal parce que nos produits sont faits ici. Et... en fait, nous, on a un autre problème pour l'approvisionnement, c'est la périodicité de nos produits. Alors, par exemple, le bissap, il y a une période, en ce moment, nous avons du bissap. Ça, c'est un autre problème aussi. Après, nous avons le pain de singe. Le pain de singe, c'est le bouilli. C'est aussi la période. Nous avons la mangue. La mangue, il faut attendre encore 3-4 mois pour avoir la mangue. Il y a la période du MAD qu'on a déjà dépassé, c'est juillet, août, septembre, etc. Il y a aussi la période du tamarin, etc. Et du ditar. Le ditar, bientôt, on n'aura plus du ditar. Et donc, la saisonnalité des produits ici, au Sénégal, est faite de telle sorte que chaque 2-3 mois, on n'a plus ce produit-là. On a un autre produit. Et nous n'avons pas les moyens d'avoir la matière première en continuité. On n'a pas la matière première en continuité, mais nous n'avons pas les chambres froides pour conserver les produits. On a essayé de louer, mais vraiment, ça augmente les coûts. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il faut réduire les coûts et maximiser les profits. Donc, les calculs sont de telle sorte que on se retrouve parfois dos au mur. Si on ne peut pas avoir, par exemple, aujourd'hui la mangue, on a besoin de mangue en ce moment. Par exemple, l'Angleterre, la Grande-Bretagne peut avoir besoin de jus de mangue ou nectar de mangue ou bien de la mangue séchée. Nous n'avons plus de mangue. Et ceux qui ont les chambres froides ont pu conserver la mangue
ou alors ils ont pu transformer leur mangue et en faire des mangues séchées, en faire en grande quantité, au point d'en avoir aujourd'hui au mois de janvier encore, avoir encore de la mangue séchée. Mais combien sont-ils? Ils ne sont pas nombreux. Donc ça, c'est un véritable problème. Surtout la chambre froide. Parce que si au moins on a la chambre froide et que les cultures, ça nous évite au moins les problèmes de périodicité. Après, même le bissap, si vous l'achetez même pour toute l'année, vous avez un problème de qualité après, au bout d'un moment. Ça commence à faire des moisissures. Non seulement les moisissures, mais quand vous faites le jus, le taux d'acidité augmente. Donc vous avez un problème par rapport au goût. Ensuite, le bouilli. Le Sénégalais aime le bouilli blanc. Alors nous qui faisons des jus naturels, nous faisons la matière première, plus de l'eau, plus de sucre. Nous n'ajoutons pas de lait pour avoir une meilleure coloration. Donc, le Sénégalais veut son jus de bouilli tout blanc. Sauf que le bouilli n'est pas blanc toute l'année. Parce que quand il y a manque de bouilli, la couleur devient un peu brune. Elle n'est plus tout à fait blanche comme aujourd'hui nous l'avons. Donc ça aussi, c'est un véritable problème. Le gingembre nous vient d'ailleurs. Nous ne cultivons pas beaucoup de gingembre au Sénégal et il est très demandé. Il y a quelques coins qui en font, comme peut-être à Kédougou, Tamba, tout ça, un peu dans la partie septentrionale. Mais il faut aller au Mali, en Côte d'Ivoire pour avoir le gingembre et le tamarin. Le tamarin au Mali plutôt. Donc tout ça fait qu'on est quand même face à des problèmes d'approvisionnement essentiellement logistique. Oui. C'est pas qu'on va aller importer la matière première, mais même localement déjà ça pose problème. C'est ça. Voilà. Monsieur Sano, comment on parle de tous ces problèmes de gestion de stock, tous ces problèmes d'approvisionnement, tous ces problèmes d'entreposage, tous ces problèmes de chambre froide? Est-ce qu'il y a des solutions? Bien sûr, nous avons les solutions logistiques, comme Mme Baguette disait tout à l'heure, c'est par rapport au stockage. C'est-à-dire, la saisonnalité des produits, ce n'est pas normal. Parce que nous avons ce produit. Il y a des pays qui ne produisent pas ces produits et qui n'ont pas de problème de stockage. Vous pouvez trouver ces produits-là toute l'année parce qu'ils ont mis en place un système de stockage. Parce que les produits saisonniers, si vous réglez le problème de l'entreposage et de la gestion de stock, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut, nous, les Bamba? Il nous faut les 3 étapes de la supply chain. Il nous faut des centrales d'achat pour regrouper nos commandes. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, il nous faut un système de warehousing. Le système de warehousing réparti en 2 parties. La partie cold et la partie dry. Et troisième étape, c'est des centres de distribution qui vont faciliter la distribution avec ce qu'on appelle des réseaux de distribution très denses qui jouent avec un TMS, avec une fluidité des personnes et une fluidité des marchandises. Voilà, donc il nous faut des systèmes ultra modernes et ultra efficaces. Madame Baguedi, je ne vais pas vous lâcher sans vous demander de donner des conseils à ces nombreuses filles qui veulent se lancer maintenant dans l'entrepreneuriat. Vous avez fait combien d'années dans l'entrepreneuriat? Alors, j'ai commencé depuis 2018. Depuis 2018? Oui. Ça fait 6 ans. 6 ans, mais vraiment le démarrage des travaux ont véritablement commencé en 2019. Mais en 2018, c'était observer le marché, étudier le marché, se former, etc. D'accord. Et vous avez fait des formations dans quoi? Alors, ceux qui veulent se lancer, on ne se lance pas sans formation. C'est capital. Et il y a l'ITA, l'Institut de technologie alimentaire, qui est là, qui donne de très bonnes formations sur une courte durée, moyennant une certaine rétribution. Toutefois, il y a d'autres écoles aujourd'hui qui ont été mises en place, d'autres centres de formation. Il y a le centre sectoriel de formation en agroalimentaire, et qui est un véritable bijou que beaucoup ne connaissent pas,
qui se trouve à la Gueule-Tapée, pas loin du lycée de la Fosse, juste à côté de l'immeuble Diez, où il y a plusieurs formations aussi. Donc, même les étudiants en général, parce que moi, je travaille beaucoup avec les étudiants, avec les centres de formation, mais aussi avec les ISEP. Avec les ISEP. Alors, à travers le pays, nous avons plusieurs ISEP. Il y a l'ISEP de Thiès, de Richard Toll, de Matam, de Bignona, qui ont d'excellentes formations. Ce qu'il faut éviter, c'est des formations à des endroits où vraiment vous n'apprenez pas grand-chose, où vous n'apprenez que la théorie, vous ne faites pas de pratique, ils n'ont pas d'UFR, ils n'ont pas d'endroit pour pratiquer. Et à la fin de la journée, ils n'ont que la théorie, mais ils n'ont pas donc, votre premier conseil, c'est d'aller se former avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, et bien se former, et bien, c'est-à-dire avoir le discernement dans le choix des centres de formation, des écoles, être vraiment très, très bien formé, être ardu à la tâche et vraiment appliquer ce qui a été fait dans la formation. Oui, pratique, parce que moi, je reçois beaucoup d'étudiants des écoles. Donc, quand on les forme, on nous les envoie pour 1 an, 1 mois, 2 mois, 3 mois de stage. Mais généralement, c'est 2 mois de stage. Et c'est pour confronter ce qu'ils ont appris par rapport à ce qui se passe dans la pratique, dans les unités de production. Merci Mme Bagadi. Professeur Sano, on va vous laisser faire le dernier mot peut-être. Peut-être vous allez revenir encore et encore pour d'autres émissions, hein, parce que... Il n'y a pas de souci. Ça sera un plaisir de revenir ici discuter avec vous de logistique, de marketing, d'entrepreneuriat. Oui. Mon dernier mot, c'est d'abord le capital humain. Moi, je crois à la formation. Il faut que les jeunes Africains soient très bien formés. N'est-ce pas? Une formation basée sur l'approche par compétence, c'est-à-dire que nos étudiants soient orientés plus pratique que théorie. Ça, c'est premièrement. Oui, mais deuxièmement aussi, il faut qu'on soutienne les entreprises pour qu'ils puissent recruter, d'abord prendre des étudiants en stage, mais aussi les prendre comme des employés. C'est-à-dire développer l'employabilité de nos jeunes. Et enfin, pour dire toujours, pour que le Sénégal puisse sortir des ténèbres, il faut appliquer la logistique. Pour que le Sénégal puisse sortir des ténèbres, il faut que le Sénégal, chaque Sénégalais, applique chez lui et dans son entreprise la logistique. Mme Bagadi, le dernier mot aux parents béninois qui nous suivent depuis le Bénin. Ben voilà, en tout cas, ici au Sénégal, nous remercions l'État sénégalais qui fait beaucoup de choses pour nous autres entrepreneurs. Vous remerciez également notre télé qui donne la parole aux entrepreneurs. Voilà, nous remercions aussi la télé Africa 7, qui nous permettent quand même de donner notre avis, de donner notre ressenti sur l'entrepreneuriat ici au Sénégal. M. Sano, le dernier mot, c'est bon? Toujours vous remercier, Laye Bamba, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Vraiment, vous nous donnez une opportunité. Je remercie tous vos téléspectateurs et on se donne rendez-vous à très bientôt. Comme il l'a dit, on va se donner rendez-vous le mardi prochain pour une nouvelle émission sur CNM Africa 7 à mardi, Inch'Allah, même heure et même chaîne. Je vous remercie, M. Sano et Mme Bagadi, d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions également Abdou Diagne qui nous appuie techniquement. Merci beaucoup. Qui gère la logistique en notre termes. Merci beaucoup.